Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laura, Jeanne et Benjamin pour nous parler de philosophie du yoga. Donc j'avais plein de questions à leur poser et j'espère que leur réponse vous plaira et vous donnera envie d'aller plus loin avec la philosophie du yoga. Bonne écoute! Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver tous les trois, Laura, Benjamin et Jeanne, pour ce nouvel épisode exclusif du podcast Le Yoga dans nos vies, où cette fois-ci, on va parler de yoga et philosophie du yoga. Donc, je vous laisse chacun vous présenter et vous dire bonjour aussi. Allez-y, battez-vous. Je laisse la place aux filles d'abord. Mesdames, à vous. Jeanne, tu veux commencer? Non, vas-y, Laura. Ok. Bon. Ok, je me lance. Donc, très rapidement, donc j'habite à Toulouse, je suis d'origine mexicaine et je suis professeure de yoga en ligne et à Toulouse, forcément, en ce moment, on est tous un petit peu pareil. Prof de Vinyasa, Yin restaurative et yoga pour seniors. Voilà. Et j'adore la philosophie, donc je suis passionnée et interviens pour certaines formations de teacher training, certaines formations pour professeurs de yoga pour la partie philo et histoire du yoga. Super, merci. Bon, alors Jeanne, à ton tour. Oui, c'est drôle, un parcours un petit peu similaire avec Laura. Donc je m'appelle Jeanne et je suis aussi professeure de yoga, plutôt Hatha par contre, Yin également et de Yoga Nidra. Je suis des cours également en tant qu'élève à l'école française de yoga pour un diplôme universitaire en partenariat avec l'Institut catholique de Paris spécialisé sur les spiritualités d'Asie orientale et notamment sur l'Inde, l'hindouisme, l'histoire du yoga. Et tout comme Laura, j'interviens également dans des formations de professeurs de yoga pour la partie histoire et philosophie du yoga. Et sinon, mon background, c'est plutôt le journalisme. Voilà, moi, j'étais plutôt journaliste avant, je le suis encore, et je participe à... Enfin, je suis, journaliste, voilà, tout simplement, pour la revue spécialisée Esprit Yoga. Voilà. Super, merci Jeanne. Benjamin, à ton tour. D'accord, bonjour. Donc, je m'appelle Benjamin. Je ne suis pas professeur de yoga. Je suis en cours de formation à l'école française de yoga en 2e année. En parallèle, j'anime depuis 1 an le podcast La Voix d'un Yogi, qui est plus orienté sur l'histoire et la philosophie du yoga. Et mon métier, je suis rédacteur web, spécialisé dans tout ce qui est santé, bien-être, spiritualité et éducation. Super, merci. On a des profils qui se rejoignent beaucoup, mais qui en même temps ont chacun leur petite histoire. On retrouvera le parcours de Laura très rapidement dans le podcast, Jeanne bien sûr aussi, et Benjamin lorsqu'il aura appris de l'expérience à la fin de sa formation en tant que prof. Mais en tout cas, je suis super contente de vous avoir tous les trois pour parler de philosophie. Et du coup, ma première question, c'est chacun votre tour, quelle est ou quelles sont vos définitions à chacun de la philosophie du yoga. C'est très très vaste, mais voilà, chacun votre tour. Du coup, si vous pouvez nous expliquer votre vision. On commence par Laura, du coup, comme ça on reste sur le même ordre. Ok, super, donc on va pouvoir commencer. Est-ce que vous entendez d'ailleurs l'alarme ou est-ce qu'on m'entendait bien? Oui, on t'entend bien. De fond? Non, c'est bon, parfait. Ok, super, parce qu'il y a l'alarme de Toulouse qui commence à sonner. Ah. Alors, c'est une définition que j'ai trouvée, c'est déjà une question que j'ai trouvée très intéressante parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, en tout cas, de mon point de vue, de définir la philosophie du yoga. Et finalement, je me suis dit que pour moi, je définirais la philosophie du yoga comme toute philosophie ou courant de pensée qui va se poser ou essayer de répondre à 3 questions principales qui vont vraiment aborder notre nature humaine
et l'existence, enfin le sens de notre vie, et qui finalement sont, donc les 3 questions, ça serait: «Qui suis-je?» donc quelle est notre véritable nature? La deuxième, ça serait: «Comment retrouver un bonheur durable, un état de contentement?» ou «Comment arrêter de souffrir?» parce qu'on sait qu'il y a d'autres courants qui partent plutôt de la souffrance pour répondre à cette question. Et la troisième, c'est finalement: «Que se passe-t-il après la mort?» Et en fait, finalement, pour moi, ce sont des sujets de réflexion qui ont été traités en profondeur, enfin, on le sait depuis bien longtemps par différents courants, de pensée, et des traditions en Inde, même si les concepts ne sont pas forcément exclusifs à l'Inde et qu'on peut retrouver, des concepts ou des idées similaires, même dans les philosophies occidentales. Mais je trouve que vraiment les philosophes indiens, ont vraiment creusé ces 3 questions. On a, ouais, et c'est des questions qu'on se pose finalement encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que je pense la philosophie du yoga est quelque chose qui nous parle parce que on essaye vraiment de, ouais, de voir quelle est notre nature humaine. On se pose nous-mêmes ces types de questions et on verra, on ira peut-être un petit peu plus dans le détail. Mais pour moi, c'est un petit peu les 3 questions de base qui englobent cette philosophie du yoga. OK, super, merci Laura. Je pense que de toute façon, ça va un petit peu se recouper vos réponses, mais justement, ça pourra ouvrir aussi un petit peu de débat, de réflexion, enfin débat, tout en restant gentil. Mais voilà, Jeanne, bah, du coup, à ton tour pour nous exposer, ta ou tes définitions, de la philosophie, du yoga. Ah là là, bah, comme tu dis, vaste question et c'est vrai que Laura a déjà super bien répondu. Et bah écoute, déjà il y a une différence entre quel est mon point de vue, quelle est ma posture par rapport à ce qu'est la philosophie, enfin, la philosophie du yoga. Et si j'essaye de resserrer un petit peu la question, si on va sur le traité un petit peu de yoga le plus connu, le premier traité normatif du yoga, qui serait le Yoga Sutra de Patanjali, la question du yoga, c'est rejoint la question de la libération en fait. De la libération du cycle des renaissances, la libération de l'homme de la souffrance, ce que disait bien Laura, et à travers diverses techniques. Donc pour moi, ça rejoint ça. Et donc la philosophie du yoga, c'est la philosophie en général, les questions que se pose l'être humain. Donc pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a un début? Quand était ce début? Quand est-ce que ça va finir? Est-ce qu'on peut... Ça rejoint aussi les questions de l'immortalité de l'âme. Toutes ces questions-là. Après, si on resserre sur quelle est moi ma définition de ce que c'est la philosophie du yoga, je trouve que ça rejoint aussi, donc au-delà des asanas, au-delà des postures, donc la philosophie du yoga, ça rejoindrait aussi la question de la communauté yogique, donc la question, ce qu'on appelle la sangha, la communauté dans le bouddhisme, et comment on vit au quotidien le yoga, c'est-à-dire au-delà du tapis, pas seulement sur le tapis en termes postural, mais comment est-ce qu'on vit sa vie au quotidien, sa spiritualité, la sagesse, et comment on évolue soit en tant qu'être humain, non pas pour être la meilleure version de soi-même et pour s'améliorer, mais pour vivre plus en paix avec soi-même. Voilà. Super, merci Jeanne pour cette belle explication et définition qui se rejoint un petit peu, mais chacun voilà apporte sa petite corde à son arc. Et puis pour la petite anecdote, je suis formée en yoga, mais je suis pas pro du tout en philosophie, donc aujourd'hui vous allez m'apprendre énormément de choses et je suis vraiment super contente de pouvoir avoir 3 experts rien que pour moi qui partagent leur savoir. Donc Benjamin, à ton tour pour cette définition de la philosophie du yoga. Bah, comme tu disais, je rejoins déjà le point de vue de Laura et de Jeanne. Je vais peut-être parler de mon expérience personnelle. Ça fait 11 ans que je fais du yoga et en fait, finalement, la philosophie du yoga, c'est quelque chose qui permet d'être en quête de sa propre vérité. Et du coup, on est dans cette quête du fameux qui suis-je. Et aussi le yoga, la philosophie du yoga apporte des éléments, et pas que la philosophie du yoga, peut-être d'autres philosophies également, mais ces philosophies sont des outils qui permettent de savoir comment mettre fin ou réduire la souffrance. Je pense notamment, tu vois, il y a le bouddhisme qui parle aussi de la souffrance, qui est très proche
du yoga parce que, enfin voilà, c'est vraiment le même terreau culturel et historique. On ne peut pas vraiment les différencier, mais il y a cette notion de souffrance et de libération. Et la philosophie du yoga va apporter ces éléments de réponse. Et actuellement, aujourd'hui, la philosophie du yoga, pour les personnes qui nous écoutent, c'est ce qui permet aussi de donner du sens à sa pratique. On ne fait pas des postures juste parce que c'est beau et parce qu'on devient plus souple et plus fort. Il y a quelque chose qui va au-delà. D'ailleurs, je pense qu'on a tous fait l'expérience que quand on fait certaines postures, ça réveille des émotions. Il y a des montées de larmes, des montées de colère, il peut y avoir du bien-être, de la joie. C'est vraiment les montagnes russes. Et sans la philosophie du yoga, on passe à côté de quelque chose, en fait, dans notre pratique. Et quand on incorpore les deux, le yoga dépasse. C'est à partir de ce moment-là, souvent, que le yoga dépasse le tapis et va s'infuser dans la vie quotidienne, dans nos comportements. Et, et du coup, on va s'intéresser forcément à la communauté, comme disait Jeanne, et aussi la façon d'agir dans le monde. Je pense au texte de la Bhagavad Gita qui parle de l'action dans le monde. C'est agir dans le monde et comment agir dans le monde de façon l'acte désintéressé. Ouais, et donc du coup, là, on a une des valeurs propres au yoga, justement. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Benjamin, c'est que on a développé avec Laura, lors d'un live, les 5 définitions pour elle de la philosophie, même s'il y en aura sûrement d'autres. Et on a parlé de la Bhagavad Gita notamment, et c'était très intéressant de voir que justement ces textes fondateurs peuvent aussi avoir plusieurs interprétations possibles, etc. Chacun à sa manière, et donc du coup chacun a aussi un petit peu sa philosophie du yoga. Est-ce qu'on allie la spiritualité? Est-ce que, enfin voilà, moi j'aime beaucoup par exemple dans mes cours de yoga allier la spiritualité, les cycles lunaires, mais est-ce que ça a un lien avec la philosophie du yoga? Enfin voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et justement ça m'amène à ma deuxième question. Comment est-ce que vous abordez cette philosophie du yoga dans votre quotidien? Pas dans les cours que vous donnez, puisque ça vient après, mais dans votre quotidien. Donc, Laura, je te laisse commencer. Ok, oui, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que, comme disaient Jeanne et Benjamin, quand on parle de philosophie du yoga, on peut penser que déjà que le mot yoga égale à asana, égale à posture, alors qu'on sait qu'on va vraiment au-delà. Et du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait qu'on va au-delà, il y a 2 choses, sur lesquelles ou 2 plans sur lesquels on peut discuter finalement aujourd'hui. Il y a le plan, on va dire un peu théorique, un peu académique, où on peut parler, des textes, de ce que disent les textes, du contexte historique, les moments où le yoga commence à apparaître dans différentes écritures. Et puis finalement, il y a aussi une autre définition du yoga, ce que disait Benjamin sur cette, quête de notre propre vérité et aller vraiment, enfin, le fait de s'approprier finalement le yoga comme une philosophie de vie, comme un mode de vie. Et moi particulièrement, si on va peut-être un petit peu plus sur le terrain un peu plus personnel, le tout premier enseignement que j'ai reçu de la philosophie du yoga, et c'est un enseignement que je continue à pratiquer aujourd'hui, c'est vraiment le détachement. Le fait de se détacher le plus possible de ce qui va se passer, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter on a besoin d'agir pour être dans ce monde parce que voilà, l'action est inévitable, comme nous l'explique bien la Bhagavad Gita, mais qu'on n'a pas droit aux fruits de nos actions. Donc il y a un peu ce côté de détachement du résultat qui pour moi a été vraiment essentiel. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la Bhagavad Gita me parle encore plus que typiquement les Yoga Sutras, l'autre texte qui est très célèbre en Occident de la philosophie du yoga, parce que je suis plutôt dans cette phase de ma vie où j'agis dans le monde, je vis dans le monde, et donc j'essaie plutôt de me poser la question de comment mieux agir. Après, c'est vrai que même si Patanjali s'adresse plutôt à une audience assez particulière, qui est celle des ascètes, des personnes qui ont reçu, dans le contexte un peu, une formation de brahman, une formation sacerdotale, les Yoga Sutras peuvent nous apporter quand même des choses qui résonnent encore aujourd'hui et qu'on peut appliquer dans nos vies, typiquement les yamas et niyamas, la conscience, enfin, cette quête de conscience de notre véritable nature, de savoir qu'il ne faut pas s'identifier avec notre monde matériel. Je ne m'identifie pas avec mon corps, je ne suis pas non plus mon mental. Et à partir de là, encore une fois, vient un petit peu le détachement. Et
Ouais, je dirais ça. Et un troisième point sur lequel j'essaye d'aborder la philosophie au quotidien, c'est peut-être un peu, du coup, ça va peut-être un petit peu loin dans la réflexion, mais moi, le yoga, et la philosophie du yoga m'aide à faire une pause parfois, de temps en temps, quand j'agis, quand je fais des choses. Euh, et cette pause m'aide à enlever les barrières, en fait. Il y a beaucoup de notions dans la philosophie du yoga qui nous parlent de cette illusion, on va dire, de séparation entre nous et les autres, ou entre nous et, oui, notamment entre nous et les autres, qui m'aide énormément, du coup, à aller un petit peu plus au-delà quand typiquement j'ai un conflit avec quelqu'un. Je me rappelle que bah, c'est pas eux versus moi. On est tous justement un peu dans le même chemin. On fait tous de notre mieux et donc du coup, ça ne sert à rien quoi d'être d'être enfin, ça ne sert à rien de prendre certaines choses personnelles ou d'être en conflit avec les autres. Parfois, c'est c'est contre-productif quoi. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis et justement cette notion de détachement, ça me fait penser à un wording qu'on utilise beaucoup, en Occident, c'est le lâcher prise, donc c'est exactement la même Mm. chose, hein, mais de se dire que dans notre quotidien et d'ailleurs je pense que cette crise sanitaire nous l'a beaucoup appris d'essayer de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur le futur parce que, bah, voilà, on ne sait Complètement. pas de quoi Mmh. demain, sera Ouais. fait et cetera et donc du coup, c'est vrai que finalement, tout être humain va travailler cette philosophie du yoga même sans le savoir. Donc c'est intéressant de voir, C'est ça. comment on le confronte, à notre quotidien, quoi. Est-ce que Jeanne, tu peux nous expliquer un petit peu donc merci Laura pour ton partage, nous expliquer toi comment tu abordes cette philosophie du yoga, dans ton quotidien? Oui, c'est difficile de passer après Laura parce qu'elle est très exhaustive. Alors, si tu es là, voilà, comment j'ai trouvé un truc plus original à dire. Donc, donc il y a cette histoire de On pourra Yama et de changer si vous Niyama. voulez l'ordre. Non, c'est super, tant mieux, c'est bien. Il y a cette histoire de Yama et de Niyama qui revient, donc qui sont les deux premières branches du yoga, dans le Yoga Sutra de Patanjali, donc auquel on peut penser, on peut réfléchir de manière assez indéfinie. Donc ça, c'est vrai que ça constitue une bonne base, je trouve, pour tout le monde, quand on ne sait pas par où commencer, pour réfléchir, à commencer par justement la non-violence, cette notion d'ahimsa qui nous vient du jainisme et du bouddhisme. Donc ça fait déjà un bon socle. Après, personnellement, alors évidemment, il y a cette pensée du détachement, d'essayer d'éviter de trop s'identifier à nos pensées, à nos sensations, à nos émotions, à nos ressentis. Essayer de prendre du recul aussi, je trouve, surtout dans la période dans laquelle on vit, où pourtant on est au ralenti, et d'une certaine manière, on a des pensées un petit peu précipitées, à vouloir toujours se précipiter hors de la crise sanitaire, se précipiter hors du monde dans lequel on est. Et c'est vrai que prendre du recul, je trouve, faire deux petits pas en arrière pour dézoomer. Hein. On dit souvent quand on lit un livre, si on l'a trop près du nez, et ben on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Hein. Faut reculer un petit peu, donc dézoomer un petit peu nos perspectives sur le monde, sur les choses, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense être vrai. Et ça rejoint un petit peu le journalisme, je trouve, c'est-à-dire ne pas forcément prendre pour vrai les choses qu'on nous dit parce qu'on pense qu'elles sont vraies. Et d'une certaine manière, se remettre en question soi-même. Ça, je trouve que c'est important, remettre en question nos pensées, ce qu'on pense être vrai, ce qu'on pense être pris pour acquis. Et aussi penser contre soi-même, apprendre à penser contre soi-même. Ça, je pense que c'est un exercice important. Bon, moi qui me vient un petit peu du journalisme, mais je trouve que en termes de philosophie du yoga, ça se rejoint bien. C'est-à-dire qu'on pense souvent avoir raison, on pense souvent qu'on détient la vérité avec un grand V, et il y a tellement de choses qui nous échappent, et ce que nous apprend la philosophie du yoga, c'est qu'on n'a pas tous les éléments pour connaître la vérité de l'autre, la vérité du monde, la vérité des choses, donc je trouve que ça apprend également l'humilité. Donc tout ça est interconnecté, évidemment. Donc passer également par l'étude des textes, passer par l'intellect, toujours la discipline. La discipline, c'est important, donc la discipline mentale et la discipline corporelle, parce que pour moi, les deux ne vont pas sans l'autre. En fait, si on s'exerce juste à des asanas, par exemple, pour être dans le cadre du yoga, puisque c'est de ça dont on parle, c'est important d'être dans la discipline corporelle, bien entendu. Mais je pense que l'étude des textes, que ce soit pas forcément des textes compliqués de yoga, on peut
je pense pour moi, étudier et comprendre la philosophie du yoga sans être forcément dans des textes qui concernent uniquement la philosophie du yoga. La vie de tous les jours nous apprend ce qu'est le yoga. Donc voilà, cette discipline à la fois intellectuelle et corporelle. Je suis super d'accord avec tout ton partage. De toute façon, avec tous vos partages. Laura, je vais te donner la parole parce qu'elle a levé la petite main. Mais je voulais juste rajouter que c'est vrai que finalement, notre corps et notre mental, notre esprit sont complètement liés. On le dit souvent en yoga, par exemple, si tu as mal au dos, c'est que tu renfermes quelque chose qui ne va pas forcément en soi. Il faut essayer de trouver peut-être grâce à ta pratique du yoga asana, mais aussi voilà tout ce qui est autour, ce qui ne va pas pour pouvoir le résoudre. Et je trouve que justement c'est un bon exemple du voilà le corps et le mental et l'esprit sont bien bel et bien reliés pour pouvoir s'accompagner au quotidien grâce justement à cette philosophie du yoga et tous ces textes, etc. que nous apporte cette pratique, cette discipline. Laura, vas-y, dis-nous. Oui, non, c'était juste pour revenir sur ce que Jeanne disait, parce que ce qui est intéressant, en fait, je trouve, de ce contexte, de cette crise sanitaire qu'on vit depuis déjà un an, c'est que finalement, c'est quand même enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, comme un stage accéléré de développement personnel où, du coup, tout d'un coup, toutes les notions qu'on nous a appris ou dont on avait déjà entendu parler ou que parfois on mettait déjà en pratique sur le tapis, finalement, il fallait les appliquer maintenant dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle et dans des conditions quand même assez dans un contexte et dans des conditions de laboratoire un petit peu parce que du coup, on est obligé de rester chez soi. Donc, en quelque sorte, du coup, on est demandé d'être dans notre caverne, on va dire, et donc du coup de pouvoir explorer en mettant une espèce de pause, parce que tout le monde aujourd'hui, la société est un peu en pause, et de mettre en concept toutes ces choses qu'on apprend et que la philosophie du yoga nous apprend, que ce soit effectivement dans des textes ou dans, comme disait Jeanne, dans d'autres sources qui peuvent nous inspirer, nous motiver et alimenter nos questions, notre questionnement. Voilà, Ouais. c'était ce que je voulais Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Je te rejoins. Maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin pour qu'il nous explique lui aussi comment il met en place cette philosophie du yoga dans son quotidien. Eh bien, moi, ça rejoint tout ce qui a été entendu par Laura et par Jeanne, hein. Je ne vais pas non plus inventer l'eau chaude. Mais avec justement, en parlant de la crise sanitaire, il y a plus, enfin voilà, il y a une redécouverte, on dépasse certaines limites. Et en termes de philosophie du yoga, le concept qui me venait le plus souvent, il y avait beaucoup de synchronicité dans ma vie, même j'entendais par mes profs en formation à l'école française de yoga, c'était le concept, enfin, le terme Ishvara Pranidhana qu'on retrouve dans les Yoga Sutras, qui est la voie, en fait, on va le traduire par l'abandon au Seigneur, mais moi je le vois pas comme un terme religieux, je vois ça plutôt comme s'abandonner un petit peu avec confiance à l'existence, à la vie, parce qu'il y a des choses. La crise sanitaire, finalement, elle vient donner un sacré coup de pied dans la fourmilière, une fourmilière qui est une société qui est axée sur le contrôle. Voilà, on est sur le contrôle. Nous sommes les fruits de cette société et on a développé un côté un peu contrôlant de nos existences à des degrés plus ou moins élevés, hein, ça dépend des personnes. Et en fait, cette crise, voilà, ça oblige tout le monde à justement à lâcher prise parce que on est un peu là, on est confiné. Je vais pas dire on ne peut pas se projeter, mais c'est vraiment difficile de se projeter sur du long terme. On est obligé de se projeter sur du court terme et du moyen terme si tout va bien. Donc voilà, on doit lâcher prise, s'en remettre un petit peu à la vie euh, avec confiance, qui est très très difficile, et du coup aussi garder une certaine discipline, que ce soit une discipline au niveau des textes, mais pas que les textes philosophiques, comme disait Jeanne, il y a d'autres livres. Il y a d'autres livres, il n'y a pas que. Il peut y avoir des livres de philosophie tout à fait occidentales, comme, je sais pas, des œuvres de Socrate, de Platon, enfin, ou ceux qui veulent se tourner, qui sont très religieux et qui veulent se tourner vers les textes. C'est vraiment se tourner vers quelque chose qui va parler en nous, qui va faire
bah voilà, c'est se réfugier derrière ces textes pour trouver des réponses et la fameuse pratique posturale qui va nous aider techniquement à une assise pour méditer et justement faire le point et trouver cette sérénité, retrouver une certaine sérénité, un calme qui va justement nous permettre d'avoir un certain discernement. Parce que on entend un peu, enfin, je vais pas dire on entend tout et n'importe quoi, mais on a une multitude de points de vue sur la crise sanitaire et c'est difficile de faire le tri et ça devient limite des sujets très tabous par rapport à la vaccination, etc. Et on entend tellement de points de vue qu'on n'arrive même plus à entendre sa petite voix. Et c'est là où le yoga, la philosophie et la méditation viennent permettre on souffle, on essaie de prendre du recul, du discernement. Mmh. Ouais, je te rejoins complètement et je suis contente que tu aies abordé même si les filles l'ont fait aussi, ce point de société parce que finalement, donc du coup, ça nous confronte vraiment à notre quotidien, comment on fait pour le gérer. Je te donne juste après la parole, Jeanne. C'est vraiment le lien dans notre quotidien, c'est cette société, enfin, c'est ce que la société nous demande, enfin, là en ce moment, la crise sanitaire pour le coup. Qui fait partie de notre quotidien. Toujours essayer de se remettre en question, de aussi être tolérant envers les autres parce que effectivement, on a tous des façons différentes de penser et c'est important aussi de pouvoir confronter ses idées, etc. Donc c'est vraiment bien que tu aies abordé ce point parce que mine de rien, ce que la société nous inculque, bah, ça va faire aussi ce qu'on est aujourd'hui, ce que le monde est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Donc, si on peut aussi, nous, essayer de se transmettre à nous des valeurs qui nous sont chères et qui nous accompagneront, et bah, c'est super. Donc, en lien avec le yoga, finalement, ces valeurs-là ne peuvent être que bonnes, on va dire. Jeanne, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, non, mais en fait, pardon, j'ai levé la main trop vite. Je voulais juste insister sur cette question de viveka, c'est-à-dire du discernement, mais Benjamin en a parlé. J'ai juste intervenu trop vite, mais c'est vrai que cette question du discernement, elle est très importante en ce moment, je trouve. Voilà, pour pas dire n'importe quoi. C'est important de cultiver cette notion-là. Oui, c'est vrai. Benjamin, tu voulais dire? Oui, je voulais ajouter un dernier point qui m'a intéressé, c'était par rapport à l'intervention de Laura, qui parlait de la philosophie dans sa période de vie actuelle. Et je pense que on vit la philosophie différemment selon les périodes de vie. Par exemple, je pense que ça dépend aussi il y a une période aussi, ça dépend de l'âge, de la durée de la pratique, de l'expérience, des voyages. Et on aborde la philosophie on va dire, on va prendre un texte, on va prendre les Yoga Sutras. À 28 ans, on va le lire sous un certain angle, un certain prisme. Et 10 ans plus tard, on va pas le lire de la même façon. C'est sûr. Ah, ça, Parce qu'on on aura eu de l'expérience, on aura eu du vécu, aussi bien positif que négatif. Et on trouvera d'autres éléments de réponse qui vont nous apporter quelque chose à cette période de vie et on aura une philosophie qui va évoluer et qui sera différente. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec Laura, on parlait aussi de moderniser sa vision de la philosophie du yoga. En fait, cette philosophie, elle va évoluer au fur et à mesure du temps par rapport à ce que tu Oui, vis dans ta vie, comme tu dis exactement. Et donc, du coup, bien sûr, la base, c'est ces textes fondateurs. Mais comme tu dis, il y a aussi plein d'autres textes qui sont pas forcément hindous, qui sont pas forcément, qui sont occidentaux, ou enfin voilà, des nouveaux livres qui sortent. Et puis, on n'est pas obligé de s'appuyer, comme tu disais, que des livres. Enfin, essayer de voilà, voir sa philosophie en nous selon notre vécu, en fait, nos phases de vie. Oui, Laura. mm, Je t'ai coupé du ouais. coup. Tu voulais dire quelque chose, Laura? Non, mais du coup, oui, moi, je voulais juste ajouter que peut-être, et c'est vraiment dans le prolongement de ce qui vient de se dire, en fait, il y a aussi ce concept peut-être d'impermanence qui est un concept qui est typiquement bouddhiste, qui est extrêmement appliqué en ce moment parce que du coup, on est dans une situation, on est obligé de vivre dans le moment présent et d'accepter qu'il y a
tout qui change, en fait. Mmh, Donc il c'est y a vrai. même ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, on peut être dans notre questionnement, dans un espèce de débat entre, les pensées hindoues et les pensées bouddhistes. Qui avait raison par rapport à ce qu'on vit? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus le bouddhisme qui qui nous donne raison, même si bon, après, on peut voir tout comme si c'était un océan où la surface est tumultueuse et après, il y a quand même quelque chose de permanent qui ne change jamais. Mais non, mais c'est assez intéressant, ouais, c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que Benjamin disait, moi, typiquement, en ce moment, je relis les pensées de Marc Aurèle, donc Mm. stoïcisme, enfin, dans le courant philosophique du stoïcisme, qui sont mais extrêmement pertinentes aujourd'hui quand on sait que Marc Aurèle a été impérieur aussi à une période où il y avait une épidémie. On voit comment lui, il se pose les questions de comment savoir, enfin, d'essayer de savoir comment il peut régner sur Rome avec toutes ces choses qui arrivent. Et c'est assez intéressant du coup. Et il y a énormément d'écho finalement entre la philosophie du yoga et cette pensée stoïcienne qui est assez intéressante. Tu peux nous redire du coup, c'est les pensées de Marc Aurèle, de Marc Aurèle. Corel et comment C'est tu un tout petit l'écris? livre. AUR et enfin avec un accent dans l'autre sens. Mmh. LE, OK. Marc Je le Aurèle. note dans nos notes, comme ça je le marquerai Voilà, dans la merci. description de l'épisode. Merci beaucoup pour ce Voilà. partage parce que justement ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, de pas forcément utiliser la philosophie du yoga avec que les textes anciens, mais utiliser Mm. des livres qui sont, un peu plus récents et qui justement, bah, comme tu dis, ce monsieur-là a vécu une autre pandémie et donc se confronte à autre chose. Jeanne, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que j'étais d'accord avec Laura. Je suis en train de relire aussi en ce moment, enfin non, lire, pardon, pas relire, lire. C'est pas la même chose. Les pensées de Marc Aurèle, et c'est vrai qu'il y a des grands parallèles qu'on peut faire avec le Yoga Sutra de Patanjali aussi, avec la pensée du yoga et le stoïcisme. Et c'est très éclairant justement de croiser ces textes-là, de faire un peu un croisement de textes entre guillemets orientaux, occidentaux. C'est très éclairant. Donc voilà, bonne idée, excellente idée. Super, bah, du coup, je l'ajouterai vraiment dans les notes de l'épisode et je crois que là, on l'a répété assez de fois, les pensées de Marc Aurèle pour que les gens puissent le lire. Et d'ailleurs, ça éveille ma curiosité, donc je pense que je vais aller le lire. Du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Comment est-ce que vous abordez la philosophie du yoga dans vos cours avec vos élèves? Donc, je sais que Benjamin, tu n'as pas fini ta formation, mais peut-être que tu donnes déjà quelques cours, donc tu auras quand même un avis Oui, sur je la donne déjà question. quelques cours. Bon, bah parfait alors. Donc Laura, Oui, oui, je pourrais je y te laisse répondre. nous dire. Vous voulez qu'on change l'ordre? Peut-être que vous voulez un petit peu shuffle. Ah, comme vous voulez. Bah alors vas-y, Benjamin. Bah, Ouais, allez. comment je place la philosophie dans le cours de yoga? Il n'y a pas de, je sais pas comment l'expliquer. On va dire, c'est la philosophie va modifier, va transformer mon discours en fait, je vais pas dire ma guidance, trop maître spirituel, mais mon accompagnement, ça va modifier mon accompagnement, ça va changer, on va dire, ça a un impact sur les paroles. On va employer des mots qui auront un impact en fait, qui vont avoir un impact sur les pratiquants. Et on peut apporter des petits éléments, euh, par exemple, j'aime bien faire par exemple en fin de séance, à un moment donné, j'avais fait en fin de séance la posture de la tortue, mais pas la tortue telle qu'on la connaît, jambes écartées, front au sol. C'est la tortue, enfin moi je l'appelle la tortue au repos, où c'est vraiment plus accessible, beaucoup plus accessible, et qui met en avant le cinquième membre du yoga, qui est le retrait des sens. Et du coup, je parle de ça, mais pas en disant vous allez être dans le retrait des sens de Patanjali, mais c'est vraiment voilà, explorer votre intériorité, retrouvez-vous. Je parle aussi de se centrer, de placer son attention au niveau de l'espace du cœur, par exemple, et des petits éléments comme la lumière qui se trouve dans l'espace du cœur, pour faire en référence à la notion des Upanishads, qui est l'Atman, avec l'Atman Brahman. Mais je dis pas ces mots-là parce que ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais enfin voilà, ce sont des petits éléments qui peuvent parler. Si ça parle pas à la personne, ben c'est pas grave.
Mais quand on dit visualiser, par exemple, une petite lumière dans l'espace du cœur, il y a quelque chose qui est de plus universel, je trouve, qui va parler à plus de monde de nommer, que de nommer, par exemple, on va dire, le chakra du cœur. Parce que j'ai déjà eu des personnes en cours qui ont des réticences par rapport à ces noms-là ou noms sanscrits, qui veulent faire du yoga, mais qui ne veulent pas se plonger dans l'univers, dans les connotations hindoues ou indiennes du yoga. Mmh. Et je pense que la philosophie, du coup, on peut apporter cette philosophie du yoga tout en respectant cette demande, en Mmh. fait, de l'élève et en universalisant. C'est comme ça que je vois les choses dans mon jeune enseignement du yoga. Mais voilà, j'essaie d'explorer un peu, j'aime l'intériorité, en fait, parce qu'on est vraiment dans une période où on a besoin de se retrouver, d'être dans l'intériorité. Donc voilà, je vais essayer de guider les pratiquants, les élèves, vers une posture de méditation, aussi bien corporelle que psychique, Mmh. qu'ils soient prêts à la méditation. OK, merci. C'est vrai que oui, on voit qu'il y a certains élèves qui veulent pas forcément aller, trop loin, comme tu dis, dans le Mm. sanskrit et cetera. Mais il y en a aussi certains autres qui, au départ, pensaient qu'ils voudraient pas aller loin et qui finalement sont ravis aussi de pouvoir découvrir un petit peu plus, d'aller un Oui, peu plus loin dans leur pratique, au fur et à mesure du temps. Bien sûr, tu vas pas leur sortir, des mots, en sanskrit et les livres, à lire et cetera dès leur premier cours, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont venir te voir à la fin du cours: «Oui, tu as parlé de ça, qu'est-ce que ça voulait dire?» ou machin. Et ils vont pas forcément venir te voir que exactement. pour les postures et te dire: «Ah bah, j'aimerais progresser sur telle posture», mais aussi venir Mm. comprendre au fur et à mesure, ce qu'il y a derrière cette posture et cetera. Comme tu dis, la posture de la tortue qui permet donc de lâcher ses sens, et bah, peut-être qu'eux vont pas le comprendre au tout départ parce qu'ils vont faire plutôt une pratique physique et puis ensuite ça va venir, au fur et à mesure du temps et de leur pratique. OK, bah, merci pour ce partage. Est-ce que l'une de vous, Jeanne ou Laura, veut partager, son expérience avec, la philosophie du yoga dans vos cours avec vos élèves? Oui, allez, moi je veux bien me lancer. Comme ça, on fait dans l'autre sens. Oui. Alors, donc moi, je parle pas de philosophie du yoga, bien entendu, dans mes cours. En revanche, je pense qu'on peut amener à s'interroger sur ce qu'est la philosophie du yoga à travers justement les postures, à travers un cours postural. Évidemment, ça dépend à quel public on a affaire. Ça dépend de la réceptivité de ce public. Ça dépend Mm. de l'âge des participants, ça dépend de quelle heure il est dans la journée, ça dépend de soi-même en tant qu'enseignant, comment on se sent ce jour-là, dans quelle disposition on est. Effectivement, c'est vrai que ayant été formée au yoga en Inde, il y a des éléments importants qui reviennent, à savoir le chant de mantra, le fait de nommer les postures en sanskrit. Donc déjà, ramener un peu la culture du yoga, oui, ramener un petit peu de cette culture du yoga ici, même si, comme le disait Ben, parfois ça peut un peu peut-être gêner les élèves, justement, le home, le mantra ou le sanskrit. Moi, je pars du principe que j'ai appris comme ça, que c'est comme ça. Après, si ça gêne les élèves, bon, bah, jamais personne m'a dit que ça les dérangeait plus que ça. Et je pense que quand, justement, on s'intéresse au yoga, c'est compliqué d'acculturer le yoga et d'oblitérer la culture qui va avec. Même si évidemment on peut faire des efforts de pédagogie, ça c'est nécessaire. Après, pour justement transmettre cette philosophie du yoga à travers les postures, je dirais que moi ce que j'essaye de transmettre, c'est un juste équilibre dans sa pratique et dans la discipline. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, il y a la notion de bienveillance dans sa pratique, c'est-à-dire ne pas être dans un volontarisme effréné, égotique, et à l'autre bout du spectre, essayer parfois justement de se motiver un petit peu pour se discipliner et avancer et progresser sur son chemin des postures, sur le chemin spirituel, même si la posture
n'est pas une fin en soi, même si le fait de faire parfaitement la posture, et une posture n'est jamais parfaite, n'est pas une fin en soi, essayer de se diriger pour justement progresser dans sa pratique. Et parfois, voilà, c'est ce juste équilibre-là entre trop d'ego, trop de volontarisme, et à l'inverse, j'ai envie de dire une bienveillance un peu stérile, qui fait que bon, bah, on fait ça parce qu'on se fait du bien vite fait, mais que c'est juste comme ça, quoi. Donc, essayer de remettre un petit peu au goût du jour la discipline, l'importance de la discipline, de la pratique, du progrès, du travail sur soi, du chemin, et rappeler que le yoga, c'est pas juste quelque chose pour, j'ai envie de dire, se changer les idées 5 minutes et puis après on retourne chez soi. C'est un chemin de vie. Et en même temps, sans non plus mettre trop de pression aux élèves pour que ça devienne quelque chose de stressant, et qui puisse justement faire peur et que se disent ah bah c'est pas pour moi. Voilà, moi c'est un peu ce juste équilibre là que j'essaye de chercher, de trouver, d'expérimenter et de partager. C'est super intéressant comme vision, c'est ce qu'on disait en fait, essayer de s'adapter en fait aux élèves que tu as devant toi et de concilier un peu tout ça. Et je te rejoins sur le fait que c'est important aussi de pouvoir ne pas se priver de partager cette culture du yoga qui nous tient à cœur. Si toi tu l'as appris comme ça en Inde, c'est que il y a une raison, et si ça te plaît, si c'est quelque chose que tu as envie de transmettre, alors ne pas se brider et se dire non, ils accepteront pas, ils aimeront pas. S'ils aiment pas, en effet, bah peut-être qu'ils trouveront un prof de yoga qui leur conviendra mieux, et c'est ok. On est tellement qu'ils trouveront forcément la chaussure à leurs pieds. Enfin voilà, j'ai plus l'expression en tête, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, en effet, si tu as envie de partager cette culture du yoga, peu importe la manière, il faut le faire avec ton envie et ton besoin, ton ressenti, pour aussi que ça se transmette comme tu le vois au niveau de tes élèves et au niveau des personnes à qui tu le transmets. Benjamin, tu voulais intervenir? Oui, je voulais rebondir là-dessus sur ce fameux, c'est comme tu disais, et Jeanne aussi, c'est un vrai jeu d'équilibriste Mhm. pour justement, enfin voilà, c'est le métier d'enseignant en fait en général. Il y a l'enseignant de yoga, mais c'est aussi plus globalement l'enseignant où on doit en fait s'adapter à ses élèves et pour autant se respecter aussi. Et ça me fait penser à une de mes formatrices à l'école française de yoga qui s'appelle Catherine Masson, qui nous répète régulièrement à l'issue de la formation, de découvrir, de trouver notre couleur, en fait, notre couleur d'enseignant, notre couleur de transmission, et de rester fidèle à cette couleur et de ne pas devenir un ersatz de nos formateurs, de faire comme nos formateurs, mais comme nous, on vit, on sent le yoga et sa philosophie, et de Ah le ouais. transmettre tel que ça résonne en nous, et d'être aligné avec nos valeurs et ce qu'on vit du yoga, et que ça plaise ou non finalement. Et comme tu dis, il y a suffisamment, on peut pas plaire à tout le monde, notamment pour des enseignements comme le yoga. Notre enseignement va résonner, va plaire à certaines personnes et ne plaira pas à d'autres personnes. Mais ça, c'est valable pour tout en fait, pour tous les métiers d'enseignant. J'ai été enseignant de professeur de français langue étrangère pendant 4 ans. Mon enseignement plaisait et des fois mon enseignement ne plaisait pas, mais je Mm, restais fidèle à moi-même. mm, mm, Voilà. Et je pense que pour le yoga, c'est pareil. C'est vraiment le métier d'enseignant. On doit respecter sa couleur. Voilà. mm, mm. Bah, ta prof dit très juste. Enfin, en tout cas, moi, je suis très d'accord avec elle. Laura. Oui, non, mais c'est ça. Et je pense que, en fait, peut-être que quand on dit ou on parle de comment aborder la philosophie du yoga en cours, il y a peut-être des profs qui nous écoutent et qui se disent, ça, moi, la philo, je sais pas trop, donc je me sens pas très à l'aise, donc du coup, j'ai pas envie d'en parler. Mais en fait, je pense que jusqu'à un certain point, n'importe quel prof de yoga transmet déjà un petit peu de philosophie. Jusqu'à un certain degré, hein, parce qu'on a déjà les valeurs du yoga, on les véhicule, on essaie de transmettre un message, enfin, normalement, si on est prof de yoga, on essaie de transmettre des messages de ahimsa, de non-violence, de bienveillance, de patience, tolérance, etc. Donc, il y a déjà un petit peu de philosophie, qu'on le veuille ou non, presque, quand on est professeur de yoga. Et c'est vrai il faut trouver un petit peu sa lumière, sa couleur, comme dit Benjamin. Moi, je pense que j'ai une approche peut-être un petit peu différente de la vôtre, dans le sens où je ne dis pas les mots en sanskrit, ou alors si je les dis, je les explique. J'ai vraiment
enfin, pour moi, c'est important d'essayer de rendre même les choses qui sont propres et qui sont propres à la culture du yoga, de les rendre vraiment accessibles pour que les gens n'aient pas peur. Pour le coup, moi, j'essaye vraiment de dire, voilà, enfin, ce mot en sanskrit, bah, en fait, ça veut dire chien tête en haut. Enfin, c'est la même chose. Mmh. Donc du coup, essayer un petit peu de désacraliser peut-être. Je sais qu'il y a certains profs et certains courants pour qui le yoga est une pratique sacrée et c'est très bien, hein, c'est génial. Mais moi, j'essaie vraiment voilà, Le de un rendre peu remettre accessible, à l'élève, à voilà, déjà de tous. rendre Ouais. accessible tous ces termes et toutes ces choses. Typiquement, moi, je vais pas Mmh. chanter les mantras. Moi, je chante pas le Om en cours. Je dis pas namasté, même si je fais le petit signe, enfin le Anjali Mudra, je ne dis pas namasté. Je veux que ça soit le plus inclusif possible. D'accord. C'est mon style et je sais que voilà, Mmh. il y a des gens qui vont vraiment pas aimer et ça sera très Oui. bien parce que du coup, ces gens-là vont pouvoir trouver et c'est aussi l'avantage, vont pouvoir trouver, heu, ce qu'ils recherchent c'est chez un autre prof et je serais ravie d'ailleurs de les amener vers un prof qui pourra vraiment leur donner ce dont Mmh. ils ont besoin. Mais c'est vrai que moi, typiquement, bah, voilà, je vais prendre un petit temps en début de cours. Je pense que enfin, je me suis très vite, penchée là-dessus et dans ce style parce que j'ai pas forcément une pratique très très avancée, on va dire, d'un point de vue postural. Mon corps est fait que, bah, voilà, je peux pas faire plein de postures. Kurmasana, mais c'est même faut même pas que j'essaye, tu vois? Mais c'est la posture de la tortue. Mais du coup, j'essaye vraiment de rendre la service les asanas sont vraiment là au service du thème que je veux aborder avec mes élèves. Donc en début de cours, je vais vraiment prendre, à chaque fois, en fonction du thème qu'on va explorer, entre 3 et 5 minutes pour expliquer quel est le thème qu'on va pratiquer sur le tapis. Il y a des gens, voilà, qui vont pas forcément aimer parce qu'ils sont là pour bouger, parce qu'ils sont là plutôt pour faire de la pratique posturale et encore une fois, c'est très bien. Du coup, ça fait que les gens qui restent chez moi, beh, ils sont intéressés par ce que je dis et du coup, c'est cool. Mais moi, je vais vraiment prendre un petit peu de temps pour expliquer et ensuite, pendant la pratique, comme disait Benjamin, je vais vraiment utiliser le langage comme un outil pour véhiculer le message sur le thème Mmh. que je veux aborder. Et quelque chose que j'adore faire, c'est raconter aussi des histoires. Pendant la pratique, je vais raconter des histoires sur les divinités hindoues, ou sur une personnalité du monde de l'histoire du yoga. Parce que, en plus, je trouve que via les histoires, on peut avoir un peu ce détachement, du coup, de se dire, bon, là, on est dans un monde un petit peu plus imaginaire, donc c'est pas vraiment mon monde, donc les gens sont un petit peu moins, Heu, ils seront peut-être un petit peu moins heurtés et de l'autre côté, on apprend différemment quand on raconte une histoire. Il y a des choses qui nous viennent différemment, qu'on assimile différemment. Donc moi, j'adore faire ça et après je sais qu'il y a Mmh. des gens et des professeurs qui vont peut-être pas aimer parce que du coup, je parle un peu trop pendant le cours et donc du coup mais voilà, c'est un parti pris. C'est vraiment Mmh. un parti pris, Du coup, ton enfant intérieur est bel et bien présent, lorsque tu racontes tes histoires et Ah je non, mais pense oui, mais aussi, complètement. je pense qu'aussi tes élèves le ressentent et ont peut-être besoin justement de retrouver leur enfant intérieur et c'est ça aussi qui peut leur plaire. C'est, enfin moi je trouve ça fascinant, les histoires hindoues et cetera et personnellement je suis très nulle pour les raconter. Donc donc j'adore, les cours où il y en a mais c'est vrai que je te rejoins sur, voilà, cette manière d'apporter la chose et ça revient vraiment à dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est chaque prof est différent, chaque prof a quelque chose à apporter et justement, apportera sa philosophie du yoga de la manière qui, l'anime et lui correspond. Je suis désolée pour le petit chat qui n'arrête pas de passer, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais voilà, en tout cas, ça fait déjà quasiment 50 minutes qu'on parle, donc je vais passer, je suis désolée, à d'autres questions mais qui ont toujours un lien. Là, c'était donc au sujet de vos cours avec vos élèves, comment vous faisiez le lien avec la philo du yoga. Et la prochaine question, donc, c'est comment vous en parlez sur d'autres supports. Est-ce que vous utilisez d'autres supports? Je sais que toi, Benjamin, par exemple, tu as ton podcast, que Laura, tu as un programme que tu as créé, par exemple. Jeanne, tu peux utiliser aussi pas mal les réseaux sociaux. Donc, vous trois, vous utilisez les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de comment vous apportez la philosophie du yoga autrement? Il y a aussi ces formations aussi de yoga. Voilà, je vous laisse la parole. Je me tais. Euh, oui, en effet. Alors moi, j'ai co-créé l'année dernière, enfin en fin d'année dernière, c'est-à-dire à l'automne 2020, un blog de yoga qui s'appelle Chitta Vritti,
donc en binôme avec une amie, collègue qui s'appelle Zineb Fazi. Et donc on a créé ce blog Chittavriti pour justement parler du yoga, notamment de la philosophie du yoga, sans filtre. Et notre manière de parler de yoga et de philosophie du yoga, c'était justement de créer un blog qui ne parle pas de posture spécialement, qui ne parle pas de comment bien faire ceci, comment bien faire cela, et qui partage un petit peu nos questionnements, j'ai envie de dire, modernes, du yoga sur la société contemporaine, sur la société moderne. Donc autant évidemment on peut faire des interviews d'historiens sur le Yoga Sutra, sur la notion du samadhi, sur la Bhagavad Gita, autant on a envie d'aborder le yoga aussi de manière vraiment très contemporaine, et nos questionnements là-dessus, et pas toujours de manière entre guillemets bienveillante, pas toujours de manière positive. Parce qu'il y a cette idée, je trouve parfois, qui peut être un petit peu justement stérile derrière le yoga, que tout est beau, tout va bien, on doit toujours être souriant, on doit toujours être zen, le yoga être une meilleure version de soi-même, qu'il n'y a aucun problème. Et justement, je trouve que c'est une manière parfois extrêmement stérilisante et débilitante de voir le yoga. Et c'est vrai qu'avec mon amie Zineb, parfois on avait ces dialogues entre nous, où parfois t'es pas bien dans ta vie, t'es en colère, t'es de mauvaise humeur. Et le yoga, pour nous, justement, il a toute sa place aussi dans les tourments du quotidien, dans les tourments de la société. Le yoga, c'est aussi... on peut aussi parler de yoga et d'économie, on peut parler de yoga et de féminisme, on peut parler de yoga et d'écologie. Et pour nous, le yoga, c'est comment ancrer ces questionnements-là dans notre vie actuelle, dans la vie de la société dans laquelle on est et dans laquelle on évolue. Et parfois, le fait d'en faire un espèce d'objet extérieur, presque justement pas sacré, parce qu'il y a de la sacralité bien évidemment dans le yoga, mais décontextualisé du monde dans lequel on vit, on trouvait ça réducteur. Et nous, on s'est dit, on a envie de créer un blog où justement, on va croiser les sujets de société, on va parler de sujets qui fâchent, et croiser le yoga avec ça. Donc bon, voilà, je vais pas m'étaler plus que ça, mais voilà, c'était sortir un peu du cliché que être yogi, c'était être assis, être zen, être bienveillant avec tout le monde, parce qu'on peut avoir de la malveillance, on est des êtres humains, on n'est pas des êtres libérés, on n'a pas atteint le samadhi, sinon on ne serait pas là. On n'a pas atteint l'éveil, et donc Super. prétendre Non, qu'on mais est au-dessus de la masse, c'est pas ça. Ah non, mais c'est super cette approche. Je renoterai dans les du coup description de l'épisode le lien de ton blog, etc. Enfin, il y aura tous les liens qu'il faut parce que j'ai hâte de le découvrir. Voilà. Et je pense que tu as raison, c'est hyper important de montrer que on est prof de yoga, mais on mange pas que des graines, on n'est pas parfait, on n'est pas toujours positif. Mon copain, il me dit souvent, ah, mais pourquoi tu râles? T'es prof de yoga quand même. Je lui dis, mais non, mais ça arrive que je sois de mauvaise humeur, ça arrive que dans ma journée, il y ait eu quelque chose qui aille pas et que j'arrive pas à justement contrôler cette émotion et ne rien dire. Et finalement aussi, le yoga, c'est peut-être communiquer pourquoi on va pas bien, pourquoi ça ou ça on n'est pas d'accord, etc. Donc voilà, finalement, on n'est pas hors yoga d'être de mauvaise humeur ou d'être de contredire quelqu'un, bien au contraire. Donc voilà, je mettrai le lien de ton blog avec Zineb dans la description et j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup pour ton partage, Jeanne. Laura, tu voulais dire quelque chose? Mais oui, alors déjà, je voulais dire que j'adore ce blog parce que vraiment, ça déculpabilise. C'est vraiment super intéressant. C'est des réflexions qui, du coup, sont hyper pertinentes à notre vie aujourd'hui moderne. Et du coup, il y a aussi ce côté un peu, on pense que la philosophie du yoga, c'est quelque chose de très poussiéreux. C'est dans les vieux livres d'il y a très longtemps, alors qu'il y a plein de choses. En fait, c'est quelque chose qui continue d'évoluer. Enfin, c'est pas parce que ça a été écrit il y a 2000 ans qu'on doit s'arrêter à ce qui a été écrit il y a 2000 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres questionnements qui arrivent, d'autres choses qu'il faut et qui méritent la peine d'être creusées et interrogées et questionnées. Donc, on est toujours dans la philosophie du yoga quand on est dans ces questionnements, quand on est critique du monde dans lequel on vit et la façon dont on vit. Et effectivement aussi, et c'est ça, dire qu'on n'est pas des personnes parfaites et parfaitement illuminées quand on est prof de yoga. Enfin, ouais, voilà, c'est une base. Donc merci beaucoup Jeanne pour ce message.
Et toi, alors, du coup, comment tu apportes, la philosophie du yoga autrement que par tes cours? Alors, moi, j'ai vraiment, trouvé mon bonheur dans le digital. Enfin, ça peut paraître un peu contradictoire, mais finalement, avec le contexte, j'ai découvert qu'il y avait, une possibilité quand même de faire des choses assez cool, assez sympas dans le monde du digital. Donc, j'ai créé des programmes en ligne, donc comme tu disais, en fait, qui vont mélanger pratiques, donc, des pratiques de yoga postural avec tout ce côté un peu théorique que j'ai envie de transmettre, mais qu'on n'a pas toujours le temps de transmettre dans un cours de yoga. Donc, j'ai fait des programmes en ligne qui sont là, qui vont aller sur différents thèmes. Un sur la Bhagavad Gita, sur les enseignements de la Bhagavad Gita, un autre sur les yamas et niyamas. Donc, pour l'instant, c'est voilà, c'est ça. Et j'essaye aussi de le faire à travers, bah, ouais, les réseaux sociaux, enfin, tous les supports de communication qu'on a, qu'on peut avoir l'habitude hein, quand on est prof de yoga, la newsletter, etc. Et quelque chose que j'ai commencé à faire récemment, c'est aussi, cette série, sur Instagram qui s'appelle la série de, La philo des profs, qui justement va mettre en lumière un petit peu toutes ces visions différentes qu'on a de la philosophie du yoga, par différents profs de yoga, tous avec leur définition du yoga, avec leurs recommandations de textes, la façon dont on vit le yoga au quotidien. Et voilà, j'adore cette série. Je découvre plein de nouveaux parcours, plein de belles choses, et d'ailleurs, il y aura bientôt, vos vidéos. Et oui, celle de Benjamin, celle d'Alexandre et j'espère celle de Jeanne, si elle accepte de faire une petite vidéo. Mais, voilà, je pense que des supports, on en a pas mal. Enfin, c'est comme bah, tu en parleras à Benjamin avec ton podcast, mais moi j'adore justement et c'est quelque chose que tu fais très bien. C'est de parler, de ce qui se passe maintenant, de ce qui s'est passé ailleurs, raconter des histoires et en même temps tu ramènes des philosophies occidentales. Enfin, voilà, je trouve que c'est génial. Super, bah, merci, Laura. C'est vrai que les programmes et tout ça, c'est complètement dans l'air du temps et ça montre une nouvelle fois qu'on peut faire évoluer, avec notre temps, notre modernité, la philosophie du yoga, la transmettre, de notre manière. Et donc du coup, le blog, l'aspect, programme, l'aspect, voilà, IGTV, live et cetera sur ces thèmes, c'est vraiment génial. Benjamin, est-ce que tu peux nous partager du coup, les autres supports que tu utilises, donc notamment le podcast, comment ça t'est venu cette idée, et cetera? Oui. Alors, cette idée du podcast est venue au moment où où je voulais m'inscrire à l'école française de yoga. Au départ, je voulais faire un blog et parler de mon parcours initiatique de formation, puisque c'est une formation qui est sur 4 ans et c'est une formation qui est sur 4 ans, c'est transformateur. Et je voulais être un peu, enfin voilà, tu vois, je suis rédacteur, je suis auteur et je voulais faire une sorte de journal sur, voilà, via un blog. Et puis un jour, un ami m'a dit, non mais tu sais, les blogs, plus personne n'en lit. Et je dis, ah bah non, moi je lis des blogs, je dis même des blogs de yoga, enfin voilà, mais il me disait non, il vaudrait mieux réfléchir à comment tu veux transmettre ça. C'était une suggestion, hein, c'était pas quelque chose de catégorique. Et puis en fait, l'idée, bah voilà, cette remarque c'était une petite graine plantée. Puis j'ai pensé au podcast et donc avant de faire le podcast, j'ai écouté de nombreux podcasts et puis bah après, on va dire, je me suis lancé. J'ai quand même mis plusieurs mois. J'ai fait une formation pour comment créer un podcast. J'ai commencé à faire mes recherches sur mes thématiques. Enfin, tu vois, il y avait une stratégie derrière, hein, comment faire le plan. J'ai été formé par une amie qui travaille à France Bleu Nord pour parler devant un micro. Ça m'a quand même beaucoup aidé. Et Mais parce que c'est voilà, ça ton secret de voix radiophonique. voilà. Et du coup, je voulais garder un aspect un peu narratif, un côté narratif où quand l'auditeur va m'écouter, il y a un côté, enfin voilà, je suis là, je raconte une sorte d'histoire, il y a un travail de recherche qui est fait et je propose une exploration. Voilà, j'apporte pas, on va dire, je dis pas c'est comme ça, c'est une exploration. J'ai beaucoup de nombreuses sources et je partage surtout mes interrogations. Par exemple, les Yoga Sutras, on revient sur ce que Jeanne disait, enfin, tu vois, la non-violence, Ahimsa, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère? On va pas, enfin, tu vois, on va pas ravaler sa colère, parce que si on ravale sa colère, on somatise. Et la non-violence, alors oui, on va pas être non-violent, on va être non-violent envers, enfin, on sera peace and love face à l'autre, mais en soi, on va se faire violence parce que c'est comme ça qu'on développe des mots
des maux de corps plus ou moins douloureux, graves, des inflammations. Enfin, donc voilà, c'est toutes ces interrogations-là, parce que même, enfin, les Yoga Sutras, enfin, je reprends ce texte, mais c'était des textes qui étaient destinés aux ascètes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des ascètes, nous ne sommes pas indiens. Nous avons grandi dans des cultures et des religions différentes de l'hindouisme. Donc, pour nous, c'est pas un défi, mais c'est comment s'adapter et adapter le yoga pour que ça nous parle plus, pour que ça résonne en nous et qu'on ne développe pas une culpabilité. Parce que c'est ça aussi, c'est ah non, j'ai pas été comme ça, j'ai pas fait preuve de détachement. C'est pas non plus l'idée, c'est pas de s'auto-flageller non plus avec la philosophie. C'est bah, déjà c'est de l'accueillir et de dire bah oui, j'ai pas été comme ça, oui j'étais en colère, oui je me suis engueulé avec mon voisin et ben voilà, on reste humain, on n'a pas atteint cet éveil, ce discernement. Enfin, on est en route en fait. C'est un vrai cheminement. Et c'est ça aussi le détachement. Le détachement, c'est ouais, c'est éviter cette culpabilisation. C'est oui, bon ben voilà, j'en tire un enseignement j'essaierai de retenir l'enseignement pour euh, pour la prochaine fois. Et on va dire le podcast, j'aborde la philosophie, j'aborde au début du podcast, j'abordais pas mal de thématiques qui me tenaient à cœur, comme le yoga et la souplesse, parce qu'on, bah, on est d'accord, hein, sur Instagram, il y a beaucoup de comptes de yoga avec des postures, c'est magnifique, c'est très très beau, mais moi je suis pas quelqu'un de super souple, et au début, ça a été un peu culpabilisant. J'ai longtemps hésité à être professeur de yoga parce que je me disais, ouais, mais si je sais pas faire une posture, je pourrais pas être prof. Et ce sont mes profs de yoga qui m'ont dit non, non, ça c'est ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux, il faut vraiment que tu te détaches de ça. Donc il y a eu vraiment un vrai travail par rapport à ça. Et voilà, je parle de la souplesse, je parle de l'alimentation, parce que c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on est forcément végétarien. Mmh. Voilà. Il y a des clichés aussi qui sont. Je raconte même une histoire au début de l'épisode avec Sri Krishnamacharya qui recevait dans son ashram un élève, je crois que c'était un Français qui était venu pour faire une longue formation dans son ashram. Et tout de suite, du jour au lendemain, il s'était mis enfin, il était devenu végétarien. Sauf qu'en fait, il est tombé malade parce que son corps s'est affaibli. Et Mmh. après plusieurs entretiens avec Sri Krishnamacharya, il lui a dit, ben, réintégrer de la viande blanche dans votre alimentation. Parce que sinon, parce que du coup, il se faisait violence, son corps était en train de tomber malade et il ne pouvait pas pratiquer le yoga. Mmh. Bah, C'est merci pour toujours, on est dans ce conte du coup, ce ben oui, partage. et on retrouve toujours ce proverbe qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc c'est pareil avec l'alimentation, dans l'excès, on peut faire du yoga tous les jours, mais on n'est pas là non plus à faire des étirements de malade et sortir avec des courbatures et être blessé. Sinon, on peut pas continuer le lendemain. C'est vraiment y aller à son rythme, Mmh. progressivement. Et voilà, voilà, j'explore la philosophie avec le podcast et j'essaie de ramener toujours à quelque chose d'universel et d'actuel. Parce que c'est ça aussi. Sinon, enfin, c'est pas que ça Ouais. sert à rien, mais sinon, c'est juste de vieux textes poussiéreux, comme dit Laura. Et enfin, voilà. Super, bah, merci pour ton partage et du coup, j'invite tout le monde à écouter le podcast La Voix d'un Yogi de Benjamin, à découvrir le blog de Jeanne et à découvrir les programmes de Laura, et tout ce qu'elle fait sur son compte Instagram aussi, le yogi des profs, la philo des profs, pardon. J'avais du coup 2 dernières questions. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle, mais j'espère que vous avez encore un peu de temps. Est-ce que chacun, vous pouvez donner aux professeurs de yoga qui aimeraient partager leur approche de la philosophie du yoga un conseil? Euh, Après, vous en avez déjà donné plein, plein, plein dans l'épisode. Mais donc ça, c'est la première question. Donner un conseil à un prof de yoga qui aimerait intégrer la philo, mais qui ne sait pas trop comment faire, qui a un peu peur, voilà, de ce jugement, du fait que les élèves ne soient pas réceptifs, etc. Et la deuxième question, si ça se trouve, vous répondrez en même temps. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à un élève qui ne connaît rien à la philosophie du yoga, mais qui a envie d'apprendre? Comme c'est soit l'élève, soit le professeur de yoga, les deux visions. Je laisse la parole à qui veut commencer. Vas-y, Laura.
Allez, je commence. Alors, pour les profs, je dirais que en fait, on va jamais se enfin, si je peux donner des conseils aux profs, je sais pas si je suis dans cette position, mais quelque chose qui m'a aidée, c'est toujours de parler de ma propre expérience, en fait. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je parle de ce que j'aime et je parle de ce que je vis, ça parle aux autres. Donc, et de ne pas avoir peur, en fait, finalement, de dire que, oui, bah, en fait, il y a pas une seule vérité, qu'on est en train de partager notre vérité, notre vision des choses et savoir aussi accepter, et dire qu'on ne sait pas tout. Enfin, encore une fois, ça revient un petit peu à ce que Jeanne disait sur l'humilité aussi de je pense qu'en tant que professeur de yoga, parfois on peut être dans une position peut-être un peu délicate par rapport aux élèves qui s'attendent à ce qu'on sache tout et qu'on puisse tout faire, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le nombre de fois où je suis tombée en cours de yoga ou où j'ai dit que je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire telle ou telle chose, hein, et c'est complètement normal. Donc je pense que ça, voilà, ça pourrait être, enfin c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et aux élèves, c'est plus ou moins la même chose. Des personnes qui voudraient s'initier à la philosophie du yoga, bah, déjà de savoir qu'ils vont pas forcément tout comprendre depuis le début et c'est OK et ça prend du temps. Moi, la première fois que j'ai lu les Yoga Sutras, j'ai rien compris, mais vraiment nada. Donc c'est normal, ça prend du temps, et prendre aussi un petit peu de temps de voir les sources, d'où vient, est-ce qu'on est en train de lire ou est-ce qu'on est en train d'écouter? Je trouve que c'est important et de garder aussi un œil critique, encore une fois, pour se dire que voilà un peu ce que je rejoins, je pense que on fait une petite boucle avec ce que Jeanne disait sur le fait de questionner, c'est pas parce que quelqu'un l'a dit que c'est vrai, parce que ça l'est peut-être pas pour nous et quand on parle des choses aussi, parfois des textes de yoga qui ont été écrits depuis il y a très longtemps, où il existe de nombreuses interprétations et cetera, savoir qu'il y a aussi, ce flou parfois où on ne va pas forcément trouver toutes les réponses, quoi. Donc voilà. Merci pour ce partage. Je pense que oui, ça répond de toute façon très bien aux deux questions et j'espère que, enfin, je suis sûre même que ça aidera à la fois les profs et les élèves. Et oui, tu peux te sentir légitime de donner un conseil à des profs et c'est totalement, enfin, OK de pouvoir donner, peu importe son expérience, un conseil à qui que ce soit, parce que c'est ce que tu ressens toi et du coup, comme tu dis, par rapport à ta propre expérience. Est-ce que je laisse la parole à Jeanne ou à Benjamin? Comme vous voulez. Vas-y Jeanne. Oui, alors concernant les élèves, dans un premier temps, je dirais bah déjà ne pas hésiter à aller voir son prof après le cours, hein, parce que parfois il y a peut-être cette timidité ou le fait de ne pas oser. Et vraiment ne pas hésiter à aller voir son professeur après le cours, en début de cours, en fin de cours, de lui poser des questions si on n'a pas compris quelque chose, si on veut aller plus loin, de lui demander son avis, même si son avis n'est pas forcément sacré, une fois de plus, mais ça peut donner des pistes. Euh, et après, donc voilà, ne pas hésiter à poursuivre, à questionner, voilà, à questionner son professeur, ses professeurs. Et à côté de ça, je trouve qu'en ce moment, je dirais pas forcément aller acheter des livres sur la philosophie du yoga parce que c'est des choses quand même difficilement accessibles sans explication. Donc ça peut être rebutant et dégoûté dans un premier abord. Alors peut-être plutôt aller écouter justement des podcasts de vulgarisation ou lire des blogs. Et à cet endroit, c'est vrai que le podcast de Ben, La Voix d'un yogi, est vraiment bien parce il est exhaustif et les épisodes sont courts. Donc on peut écouter ça 10, 15, 20 minutes. Les épisodes sont vraiment pas longs. Et c'est très exhaustif et c'est très à la fois détaillé. Donc voilà, c'est pas forcément pour faire de la promo de l'entre-soi, mais c'est vrai que le podcast de Ben Merci. est bien pour ça. Euh, donc ça, c'est pour la partie élève et pour la partie professeur. C'est vrai que moi je dirais, si on veut parler de philosophie du yoga à l'intérieur de ces cours, déjà on n'est pas obligé d'en parler par la théorie, on peut aussi passer par le corps, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, et ne pas hésiter à, comme disait la professeure de Ben, de garder sa couleur, qui on est, si on a envie de parler de choses, et ben le faire sans se préoccuper de se dire est-ce que je vais ennuyer un tel, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien. Ça, je pense que c'est un peu des questionnements qu'on a quand on est jeune prof parce qu'on a envie de plaire. Et il y a encore peut-être ce truc aussi d'ego qu'on a de vouloir satisfaire tout le monde. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Donc c'est important de faire les choses comme on les sent et on trouvera son public. Et si le public n'est pas réceptif, eh bien il ira ailleurs.
Donc, faire les choses comme on les sent, bien entendu, mais toujours, je dirais, en veillant à être le plus juste possible, à parler que de ce que l'on sait et éviter de faire trop de généralisation, peut-être parfois trop de digression, voilà, de lâcher des petites choses de temps en temps et d'être quand même plus ou moins sûr de ce qu'on dit, plutôt que juste vouloir donner j'ai envie de dire, une couleur un peu superficielle pour faire bien, et une fois de plus être dans l'ego, essayer d'être juste dans ce qu'on dit, quoi. Voilà. Super, merci Jeanne pour ce beau partage. Et je te rejoins complètement sur tout. J'ai rien à ajouter, en tout cas pour ma part. Je vais laisser la parole à Benjamin pour nous expliquer son point de vue pour les professeurs et les élèves. Alors, pour avoir été professeur dans un autre domaine, du coup, je parle de prof à prof. Euh, c'est mon expérience personnelle, c'est quand je découvrais de nouvelles méthodes pédagogiques ou quand j'avais envie d'expérimenter quelque chose, je le faisais. J'y allais. Je pense qu'il faut vraiment pas se prendre la tête. Il faut expérimenter et de toute façon, ça se verra tout de suite sur le visage des élèves. Ça se voit tout de suite si ça marche ou si ça marche pas. Et si par exemple on voit que ça marche, par exemple en intégrant plus de philosophie et d'histoire du yoga dans le cours, si on voit que les élèves sont ravis, on peut à la fin du cours prendre un temps d'échange et de dire bah, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle méthode? Est-ce que ça vous plaît? Enfin voilà, c'est aussi le prof n'a pas toute puissance, n'est pas toute puissance et n'a pas tous les pouvoirs. L'idée aussi, c'est de bien vivre, que le prof et les élèves vivent bien ce moment de yoga, qui est pour moi un moment de partage. Et le prof, pour moi, c'est pas le sage sur l'estrade. Je traduis de l'anglais au français, hein, mais c'est pas le sage sur l'estrade, mais c'est plutôt l'accompagnant qui est avec les élèves. Voilà. Et quelle que soit la matière, moi je garde ça pour le yoga. Et oui, s'il y a un prof qui découvre quelque chose, enfin, un texte, qui veut en parler, et ben qu'il en parle en fait. Et, euh, et plus passer, comme dit Laura, par le prisme de l'expérience personnelle, en disant ah, bah, j'ai découvert tel texte, je suis en train de vivre ce yamas-là, j'avais envie d'échanger avec vous. Et pourquoi pas faire un petit temps d'échange? Parce que c'est ça aussi, le yoga, c'est une façon d'inculquer la philosophie, ou même pendant les postures, par la pratique posturale. Il faut essayer et voir. Si ça plaît, bah, on peut continuer. Si ça plaît pas, bah, voilà, on réadapte et voilà, faut pas avoir cette peur-là. Et pour les élèves qui veulent découvrir la philosophie du yoga, c'est oui, bah il y a enfin voilà, je vais pas faire la pub pour mon podcast, mais il y a des blogs et des Si podcasts tu peux, c'est le qui but. parlent bah voilà, qui vulgarisent justement cette philosophie du yoga. Bah du coup, il y a le blog de Jeanne aussi qui est tout à fait pertinent pour les élèves pour découvrir le yoga. Les magazines comme bah voilà, Esprit Yoga Magazine, je pense à Esprit Yoga Magazine, qui vont justement qui s'adressent à un grand public, donc qui donnent des clés pour justement s'intéresser à la philosophie du yoga. Et le professeur, demander au professeur voilà, des conseils, poser des questions. Bon, après, voilà, ça reste une conversation, un échange. Et surtout, si une personne commence à lire les textes, ne pas avoir peur de l'incompréhension. Comme disait Laura, quand elle avait lu les Yoga Sutras, elle n'avait rien compris. Moi, c'était pareil pour la Bhagavad Gita. J'ai lu le texte, je me suis dit, pouah, ok, je l'ai lu, la première fois que je l'ai lu, c'était il y a 7 ans, ça ne me parlait pas. Et je l'ai relu il y a 3-4 ans quand j'étais en Inde, ça a vraiment vibré, parce que du coup j'étais avec ma prof de yoga et je pouvais en discuter. Donc le contexte est différent. Et il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre, parce qu'on ne comprend pas tout, on ne peut pas tout comprendre. Voilà. Je te rejoins là-dessus. Moi, la première fois que j'ai lu la Bhagavad Gita, on devait le lire pour notre formation. En gros, ça faisait partie des livres à lire. Sauf que bah, quand je l'ai lu, c'était dans ma tête, ok, faut le lire, faut que je le comprenne, faut que je le lise, faut que je le comprenne. Sauf que non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai rien compris. Et en fait, on Ouais. l'a décortiqué chapitre par chapitre avec ma professeure. Du coup, après, dans le groupe, en exposant chacun ce qu'on avait compris, etc. Et là, tout a été beaucoup plus clair et surtout, c'était beaucoup plus vivant parce que du coup, il y avait cet échange, comme tu dis, et c'était le bon moment peut-être pour le lire, etc. En tout cas, merci pour ton partage, Benjamin. Jeanne, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, l'humilité, en fait, de reconnaître qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas tout, et que justement, c'est ça la voie, c'est ça le yoga, c'est le chemin pour aller vers la compréhension du monde, la compréhension de soi, la compréhension du soi. Et c'est un chemin, une voie qui n'est jamais terminée. Et effectivement, je parlais juste avant de l'aridité des textes qui peuvent rebuter quand on commence. Et même après, quand on a un petit peu plus d'expérience et quand on les lit et quand on les relit, il n'y a jamais une compréhension complète de tout. Euh, donc, euh, donc, en effet, ne pas être rebuté par ça et comprendre que ça fait partie du chemin, de la voie du yoga, de l'humilité, du travail, etc. Merci Jeanne, non mais c'est super, merci beaucoup. J'ai fini avec mes questions lambda sur la philosophie du yoga et tout. Par contre, j'aimerais que vous puissiez, si vous voulez, ajouter un message que vous voulez faire passer ou, enfin voilà, c'est ce que j'aime bien ajouter dans ces épisodes-là. Chacun peut s'exprimer. Si j'ai oublié de poser des questions, des choses que vous aviez envie d'éclaircir ou voilà, faire une dédicace à quelqu'un, j'en sais rien. Mais voilà, est-ce que vous avez quelque chose, un dernier message à faire passer avant qu'on se dise au revoir? Non, mais je sais pas, pour conclure. Alors, la petite dédicace, bah, je l'envoie à tous les profs et pratiquants de yoga aujourd'hui. Voilà, parce qu'en plus, c'est un contexte particulier. Encore une fois, on sait que ça n'a pas été une année facile. Donc voilà, une petite pensée pour la communauté yogique. Et peut-être juste pour finir, rappeler un petit peu cette importance de la perception directe, en fait, des choses. Pourtant, je n'aime pas forcément énormément les Yoga Sutras. Enfin, je trouve que c'est quand même un texte qui est très intéressant, mais une des choses justement qui a beaucoup fait surface quand je l'ai relu récemment, c'était un peu cette histoire que Patanjali, en fait, le fait qu'il met l'accent sur la perception directe de quelque chose pour atteindre la connaissance. Et pour lui, c'est un peu le moyen le plus important. Enfin, après, on a la déduction et on a aussi le fait de lire ou les écritures, la tradition, mais il met vraiment l'accent sur la pratique et l'expérience personnelle. Et pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Encore une fois, ça revient à retrouver un petit peu sa vérité, son chemin qui est propre, qui va être individuel et différent pour tous. Et voilà. Merci beaucoup, Alexane, pour cette opportunité. Moi, je me suis éclatée dans cette conversation. Merci, merci Laura pour ton partage. C'était super. Moi aussi, j'ai appris plein de choses et c'était hyper enrichissant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter un petit message? Vas-y, Benjamin. Bah, moi, je pense qu'en cette période, un mot me vient à l'esprit, aussi bien pour les profs, pour les élèves, enfin, pour tout le monde, c'est la bienveillance. Restons bienveillants, parce que enfin, déjà, on est un peu séparés les uns des autres avec, enfin, voilà, les mesures. Euh, voilà, de la bienveillance envers les autres et surtout de la bienveillance envers soi-même. C'est une période qui n'est pas facile même pour faire du yoga tout le temps chez soi, si on vit dans un espace un peu petit, c'est pas simple. Il faut accepter aussi des fois les jours où on n'a pas envie de faire de yoga, tout simplement, et rester, voilà, oui, bienveillant, rester bienveillant envers soi-même et envers les autres, et compréhensif. Voilà. Merci, tu as Et tout dit. merci Alexandre. Jeanne, est-ce que tu voulais partager quelque chose? Bah oui, alors du coup, pour conclure, déjà, merci à tous les trois. C'était trop chouette de vous voir à travers l'écran, de se rencontrer, de discuter. Et ben, je dirais du coup, pour conclure, que le yoga, c'est un chemin de vie. Donc, ça n'a ni début ni fin. Ça est toujours un chemin de chaque instant, de chaque jour. Et comme vous le disiez, ça peut être à travers des postures, mais vraiment pas que, à travers comment on vit, à travers comment on aborde le quotidien. Et c'est un chemin en perpétuel mouvement. Donc, le chemin est long et il ne finit pas. Alors gardez confiance, observez-vous, observez le monde, observez les choses et observez comment vous évoluez à travers ce monde, ces choses. Et c'est ça qui est beau.
Merci beaucoup, Jeanne. C'est super beau ce que tu viens de dire. Du coup, j'en conclurai de rester à l'écoute de son évolution et de découvrir son évolution constamment au fil de sa vie. Je vous remercie tous les trois pour vos partages, pour votre Merci. connaissance de la philosophie du yoga et tout ce que vous nous avez confié Merci. aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très très vite. Au revoir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Alexandre, merci à Salut! Jeanne et Laura. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast Les Yoga dans nos vies. À bientôt!